Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Sylvain Roussillon. Bonjour monsieur. Bonjour, merci encore de votre accueil. Sylvain Roussillon, vous êtes le président de l'ICEP, cet établissement d'enseignement supérieur privé fondé par Marion Maréchal, spécialisé dans les sciences sociales, économiques et politiques. Vous êtes aussi engagé dans le domaine des collectivités locales. Alors après l'épopée coloniale allemande, cet ouvrage que vous étiez venu nous présenter, vous nous présentez donc voilà votre dernier ouvrage, Les fascismes russes, 1922-1945, vie et mort d'une mouvance en exil, publié chez Ars Magna. Dans quel contexte historique, commençons tout de suite, Sylvain Roussillon, apparaît cette mouvance fasciste ? Alors, ça apparaît dans un contexte bien précis qui est la défaite des armées blanches face aux bolcheviks. Avec notamment, à partir de 1922, la défaite du dernier grand général blanc, le général Wrangel, qui est contraint d'évacuer la Crimée avec 146 000 réfugiés. Tout ça fait suite à aux défaites respectives des généraux Dénikine, de l'amiral Kolchak en Sibérie, etc. Et ça jette dans les rangs de l'exil 2 à 3 millions de Russes anticommunistes et qui vont s'installer un petit peu partout dans le monde. Sur place, en exil, il reconstitue les familles politiques qui avaient existé en Russie avant la révolution d'octobre et la prise du pouvoir par les bolcheviks. Et puis très vite, cette reconstitution se heurte à un principe de réalité, le principe de réalité de l'exil, à savoir la survie au quotidien, l'éparpillement des énergies, les erreurs commises qui ont permis aux bolcheviks de l'emporter. Et au sein de cette émigration, qui, je le répète, est nombreuse, éparpillée, très diverse sur le plan politique, sur le plan social, naissent des tentatives d'explication, de compréhension de ce qui vient de se passer. Et au-delà de ces tentatives de compréhension de ce qui vient de se passer, des tentatives de résistance. Et très rapidement, les anciens mouvements qui sont nés de la défaite de la guerre civile face aux bolcheviks et qui sont nés de l'exil voient apparaître très tôt, dès le mois de décembre 1922, un premier courant qui s'intitule fascisme russe, qui naît dans les camps de réfugiés des Russes blancs dans la péninsule de Gallipoli en Turquie, où on voit apparaître un premier manifeste signé de l'ordre des officiers fascistes russes, qui, d'un point de vue idéologique, manque un peu de contenu, mais qui en tout cas affirme de manière très claire que l'anticommunisme, l'anticommunisme russe, s'il veut vaincre les bolcheviks, doit s'organiser, et doit s'organiser en suivant le modèle de l'époque qui a permis de vaincre le communisme, notamment en Italie, puisque à l'époque, le seul pays dans lequel la révolution est contrée, bloquée, c'est l'Italie. Et d'où cette appellation, cet intitulé qui est à l'époque utilisé par ces Russes blancs-là de fascistes. Donc on est plutôt à l'époque dans une vision utilitariste du terme, qui apparaît comme une sorte d'anticommunisme moderne, que dans une vision d'une construction idéologique. Comment était structurée cette mouvance fasciste russe ? Était-elle homogène ? Alors, non, pas du tout. Alors, le mouvement dont je fais référence dès 1922 est un mouvement qui n'aura pas de lendemain, mais très vite, on va voir s'organiser dans les principaux pays où est organisée, où s'est repliée l'immigration russe blanc. La France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, parce que paradoxalement, on n'imagine pas qu'il y a pu y avoir une immigration russe blanche importante en Chine, mais l'ensemble des populations civiles et des militaires qui étaient sur le front sibérien avec l'amiral Kolchak et qui se sont repliés le long de la ligne du Transsibérien ont souvent fini leur course
en Chine, en Mandchourie, et notamment la ville de Harbin, qui est une des plus importantes villes de Mandchourie, compte, dans le courant des années 20, sur 450 000 habitants, on compte à peu près 150 000 Russes. Ce qui fait de cette ville la ville russe la plus importante en dehors de la Russie. Et ce qui permet à ces 150 000 Russes qui vivent de manière très homogène dans cette ville, où ils représentent plus d'un quart de la population, ça leur permet d'avoir une véritable vie sociale autour d'universités, d'écoles, de paroisses orthodoxes, de monastères, d'hôpitaux, de journaux et de partis politiques. Et c'est là qu'apparaît dès 1925, au sein de l'université russe d'Harbin, un premier mouvement constitué d'étudiants qui se réclament du fascisme. Alors, c'était surtout des jeunes ou est-ce qu'il y avait aussi beaucoup de militaires Alors, à ce moment-là, c'est essentiellement des jeunes, sous l'influence de quelques universitaires qui ont eu accès aux premiers textes de Mussolini. C'est-à-dire que là, on a déjà un embryon de pensée, de doctrine. Issu de la constitution fasciste rédigée par Mussolini lui-même ou c'était postérieur? Alors, non, issu des premiers textes du fascisme. Et puis, à partir de ce mouvement étudiant, vivote, etc., et puis jusqu'en 1931, où un étudiant de cette université, qui a un parcours un peu paradoxal, parce que lui, il n'est pas issu de l'immigration blanche, sa famille est restée en Union soviétique au moment de la prise du pouvoir par les bolcheviks. Mais au début des années 20, il passe la frontière et il choisit de lui-même, alors que rien ne l'y force, de partir en exil. Et sous son influence, cette organisation étudiante va se transformer en un véritable parti fasciste russe, ce sera son nom, qui est installé à Harbin et qui va très rapidement s'étoffer et rayonner, et qui constituera dans les années 30 vraisemblablement la plus importante organisation fasciste russe, et probablement la plus importante organisation politique des Russes blancs en exil. Puisque ce mouvement comptera jusqu'à une trentaine de milliers d'adhérents à l'échelle de la planète, installés dans une trentaine de pays, dans près de 600 sections, et disposera notamment à Harbin d'une revue théorique et d'un quotidien. D'accord. Pourquoi ce parti fasciste russe prend comme emblème la croix gammée? Pourquoi cet alignement sur le fascisme, le nazisme et pas le fascisme italien plutôt? Alors, là aussi, c'est très paradoxal dans le fascisme russe. C'est que, d'une part, leur inspiration, on va dire, première, et leur inspiration méthodologique est clairement issue du fascisme italien. Et ils y resteront très longtemps fidèles. Le choix de la croix gammée qui sera faite par la plupart des mouvements fascistes russes, il y en aura un certain nombre, relève davantage d'une tradition russe, très paradoxalement. Cette croix gammée, la croix gammée en Russie, étant souvent perçue comme un signe solaire, bénéfique, utilisé parfois même dans l'Église orthodoxe. Il ne faut pas du tout le voir comme l'utilisation ou la superposition ou le plaquage d'une idéologie sur le national-socialisme allemand. Il est clair que le national-socialisme allemand va aussi influencer ces différents mouvements en exil, mais je le répète, le fondement méthodologique de départ, c'est bien le fascisme italien. Quant au contenu idéologique qu'on retrouve dans la plupart de ces mouvements, c'est un contenu qui est assez complexe. Parce qu'en fait, la plupart de ces mouvements et de ces leaders de mouvements fascistes sont et restent très attachés à l'idée monarchiste. À l'idée de tsariste. À l'idée de tsariste, oui. C'est ce qui rend la lecture de ce phénomène fasciste russe un petit peu complexe, c'est qu'on a une superposition, finalement, de traditions qui en font un mouvement tout à fait hétérogène. D'ailleurs, après 1945, pour ceux qui auront survécu à la Seconde Guerre mondiale, aux épurations diverses et variées,
La plupart reviendront à leurs amours d'antan, et pour ceux qui continueront à militer et à faire de la politique, ils le feront dans le cadre d'organisations monarchistes. Donc mouvance tsariste en premier lieu, anticommuniste également. Voilà. Est-ce que c'était aussi anticapitaliste et socialisant comme le premier fascisme italien de Mussolini? Alors ça l'a été pour certains de ces mouvements. Par exemple, pour le mouvement fasciste qui se constitue à Harbin en Mandchourie, il est clair que là, on a une vision assez anticapitaliste des choses, presque socialisante, j'allais dire, tout en restant d'ailleurs très attaché à l'Église orthodoxe. Donc là aussi, on a cette espèce de mélange un peu paradoxal. Il y a un autre mouvement fasciste qui se crée dans le Connecticut, aux États-Unis, sous l'impulsion d'un ancien officier de l'armée Dénikine et de l'armée Wrangel ensuite, Anastasi Wondiacki, qui, lui, a la chance d'avoir fait un riche mariage avec une riche héritière américaine. Donc, ce qui le met à l'abri de toute difficulté financière. Et qui, lui, par contre, considère que son fascisme, en tout cas, n'est qu'une version modernisée de l'anticommunisme. Et il est par ailleurs très attaché à la famille des Romanov, au souvenir de la famille des Romanov. La famille royale. La famille voilà, impériale. Impériale, voilà, et lui n'est pas du tout sensible à tout l'aspect socialisant qu'on peut retrouver sous certains aspects dans le fascisme italien. Est-ce que les fascistes russes étaient, comme leurs homologues allemands, antisémites? Alors, là aussi, on a tout un panel. Par exemple, le Constantin Rodzowski, qui est le fondateur du mouvement fasciste d'Harbin en Mandchourie, est très antisémite. Il l'affiche de manière formelle, y compris à la une de ses publications. Là, la couverture de mon livre reproduit la couverture de la revue théorique de son mouvement. Hein. Mais à l'inverse, par exemple, le leader américain de l'organisation fasciste pan-russe, puisque c'était le nom de l'organisation créée dans le Connecticut, lui, il n'est pas du tout antisémite. Il explique que la Russie est constituée d'une multitude de peuples et que ça ne rime à rien d'en désigner un en particulier comme bouc émissaire des malheurs de la Russie. Oui, donc, les Juifs faisaient partie. Il y avait des Russes. Il y avait des Russes, voilà. Donc on a, je dirais, toutes les positions possibles et inimaginables sur le sujet de l'antisémitisme au niveau des fascistes russes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous en avez évoqué quelques-uns sur les instigateurs de cette mouvance. Alors, voilà, j'ai parlé de deux des principaux leaders. Je vais en évoquer un troisième qui est Pavel Bertman-Tavalov, qui est un général russe blanc, qui a commandé les troupes russes blanches sur le front ouest et qui a pris d'ailleurs le commandement aussi des corps francs allemands, ce qui lui donne c'est le seul général russe à avoir commandé des troupes allemandes finalement à la fin juste après la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui donne une position très particulière dans le monde de l'immigration. Bertman Tavalov est choisi par les Allemands pour prendre la direction d'un mouvement national de libération russe qui s'affiche clairement comme organisation fasciste en 1933. Et donc à la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne. Et de 1933 à 1936, on a en Allemagne un mouvement fasciste russe qui compte à peu près 3000 adhérents, qui travaille, qui collabore avec le mouvement national-socialiste allemand. Et pourquoi je cite cette date de 1936 ? C'est que par ailleurs, Bertman Tavalov joue un peu double jeu, c'est-à-dire qu'il continue malgré tout à fréquenter les mouvements monarchistes russes, évidemment, mais aussi allemands.
C'est-à-dire que il est sur plusieurs tableaux à la fois. Et en 1936, les Allemands trouvent qu'il en fait un peu trop. Enfin, les nationaux-socialistes allemands trouvent qu'il en fait un peu trop avec les milieux monarchistes allemands, en qui ils voient potentiellement des rivaux. Et Berthe Montabaloff est arrêté par la Gestapo pour un temps assez bref. Il sera remis en liberté, expulsé d'Allemagne. Et puis là, il obtiendra un peu plus tard un visa pour se rendre aux États-Unis. Donc voilà, ce sont avec les deux que j'avais cités précédemment, ce sont les trois principaux leaders. Il y a un penseur sur lequel il convient de se pencher, qui est Vassili Choulguine, qui est une personnalité qui est moins connue en France, même si un certain nombre de ses textes et de ses livres sont édités en langue française et sont disponibles en langue française. Vassili Choulguine, c'est un personnage qui est mort en 1976, très âgé, à 98 ans, et qui avait fait partie des 2e, 3e et 4e Douma impériale. Vous savez, c'est cette tentative de l'Empire russe finissant pour s'adapter à une monarchie parlementaire. Et Choulguine s'était toujours affiché comme étant monarchiste. Ce qui ne l'empêchera pas de recueillir d'ailleurs l'abdication de Nicolas II. Alors il s'en expliquera plus tard en disant qu'il valait mieux que ce soit un monarchiste qui aille recueillir l'abdication du tsar plutôt qu'un républicain. On peut apprécier ça différemment, mais en tout cas c'est l'explication qu'il donnera. Et Choulguine est un des premiers instigateurs du fascisme russe, avec qui il a été mis en contact très tôt, tout simplement parce qu'il fréquentait aussi beaucoup les milieux intellectuels et les milieux lettrés et culturels et artistiques russes, et que à cette occasion, il avait été mis en contact avec les futuristes russes, qui eux-mêmes étaient en contact avec Marinetti, le fondateur du futurisme en Italie, et c'est par ce biais, vraisemblablement, que Choulguine a, pour la première fois, entendu parler du fascisme. Et dès 1922, Choulguine, sans renoncer à s'afficher comme monarchiste, s'affiche comme fasciste. Mais là aussi, il le fait comme la plupart des autres, c'est-à-dire en considérant que, finalement, le fascisme, c'est un anticommunisme qui marche. Voilà. Et je pense que, au-delà de certaines affirmations idéologiques, c'est bien ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'une page oubliée aujourd'hui, complètement méconnue de l'histoire des Russes blancs, et que ce fascisme russe, pour l'essentiel, a été l'affirmation d'un anticommunisme qui, à l'époque, fonctionnait. Anticommunisme, tsarisme, ça c'est pour la doctrine. C'était quoi les valeurs sociales du fascisme russe ? Alors là aussi, pas de consensus. Je dirais que pour un certain nombre d'entre eux, il n'y a pas eu une vision extrêmement sociale des choses. Celui qui a poussé le plus loin sa réflexion sur le sujet, c'est le jeune Konstantin Rodzewski qui s'était installé en Mandchourie, qui lui a, en s'inspirant des écrits de Mussolini et des écrits du fascisme italien, a théorisé la mise en place d'une société qui aurait remis finalement le travail et l'orthodoxie au centre des préoccupations de la société russe. Il n'y avait pas la camaraderie des hommes des tranchées de la Première Guerre mondiale comme valeur, cette force, la virilité, comme ça avait été le cas pour les Italiens ? Alors, il y avait malgré tout un petit peu ça, parce que la plupart étaient des combattants de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile, c'est-à-dire qu'ils avaient combattu sur différents fronts dans différentes guerres. Mais là aussi, je le répète, on n'est pas en train de parler d'un mouvement qui se constitue dans un pays donné, avec une population qu'il faut convaincre. On est dans le cas très paradoxal d'un mouvement qui se constitue au sein d'une population en exil. C'est-à-dire très éclatée, très dispersée, un peu partout dans le monde, et qui surtout est confrontée à la rigueur de l'exil et à la rigueur économique de l'exil. C'est-à-dire que pour la plupart de ces exilés, qui sont d'anciens militaires, qui sont d'anciens chefs d'entreprise, qui sont
aussi d'anciens Cosaques, d'anciens paysans, parce que l'immigration, socialement parlant, est extrêmement diverse. La première des préoccupations, la préoccupation immédiate, c'est survivre, tout simplement. Et c'est vrai que... dans une Europe complètement dévastée par la guerre. Dans une Europe dévastée par la guerre, où en plus, contrairement aux migrants de nos jours, il y a peu d'associations qui se penchent sur leur sort. C'est-à-dire que pour l'ensemble de la gauche européenne de l'époque, ce sont des anticommunistes primaires et, qui convient de mettre sur le côté. La droite européenne a autre chose à faire que de s'occuper de ces exilés. Et la plupart sont obligés de se reconstruire eux-mêmes. Pourquoi cette mouvance fasciste russe est-elle si peu connue ? Moi, j'avais jamais entendu parler de l'existence de fascistes en exilés russes. Alors, elle est peu connue parce que c'est un sujet... parce que, d'une part, je pense que le phénomène de l'exil russe, des Russes blancs, a longtemps été peu ou pas traité, notamment en France. Et je veux y voir à travers ça toute une historiographie un petit peu politiquement orientée qui a préféré traiter d'une multitude d'autres immigrations. Je parle aux républicains espagnols par exemple, mais certainement pas aux Russes blancs. Donc là, il y a, je pense, à la base, une raison historiographique très, très simple. Et puis en plus parce que autant les Russes blancs en tant que tels, après 1945, continuent à exister, à fonctionner à travers un certain nombre de cercles, d'associations, de groupes, de cénacles, de paroisses. Autant l'étiquette fasciste est devenue infamante à partir de 1945. Et donc pour la plupart des Russes blancs... L'Union soviétique avait gagné la guerre, c'était le communisme glorieux. Ouais. Le communisme glorieux, donc Russes blancs était déjà pas facile à porter, parce que ça signifiait qu'on était par nature anticommuniste, mais en plus, Russes blancs fascistes, ça devenait impossible à porter. Donc c'est une mouvance qui a, j'allais dire, disparu des radars de l'histoire. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul ouvrage qui a été écrit sur le sujet, un ouvrage qui est à la fois partial, parce qu'il ne traite pas l'ensemble de l'existence de ces courants, et partiel parce que, partial parce que il est écrit à charge. C'est un ouvrage d'un auteur britannique qui date de 1972. Voilà. C'est le seul ouvrage complet qui a été écrit sur le sujet. Et celui-ci vient un petit peu en contrepoids politique pour, je dirais pas pour glorifier ce qui s'est fait ou ce qui a existé, mais simplement pour remettre les points sur les i de l'histoire. Votre ouvrage, Sylvain Roussillon, couvre donc la période 1922-1945. Est-ce que vous savez aujourd'hui s'il existe encore des mouvances fascistes dans la Russie moderne, en tout cas depuis la chute du mur de Berlin ? Alors, il existe des mouvances fascistes dans la Russie moderne, dont certaines se réclament d'ailleurs notamment de Konstantin Rodzaïevski, celui qui agissait à partir de la Chine, puisque ses écrits ont été réédités et sont régulièrement réédités dans l'actuelle Russie. Mais il est clair que, mis à part cette passerelle qui est une passerelle un petit peu construite artificiellement entre le passé et le présent, cette mouvance politique n'a pas laissé de postérité dans la Russie d'aujourd'hui. Comment voit le pouvoir russe cette mouvance ? Alors, le pouvoir de Poutine ? Le pouvoir de Poutine, Poutine a essayé finalement, d'une certaine manière, de réconcilier la vieille Russie impériale, ou de la réconcilier ou de la concilier avec l'héritage de la Révolution d'octobre. C'est pour ça, par exemple, que les restes de la famille impériale ont été réenterrés en grande pompe dans la cathédrale de la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, qu'un certain nombre de dépouilles de généraux blancs, je pense à Dénikine par exemple, ont été là aussi réenterrés avec les honneurs militaires
à Moscou. Donc il y a eu cette espèce d'effort de réconcilier. Donc pas d'effet de déconstruction de l'histoire russe par le pouvoir de Vladimir Poutine, comme on l'entend récemment avec le président Macron qui veut déconstruire l'histoire française. Non, alors pas d'effet de déconstruction. Et concernant les fascistes russes, il y a même eu une espèce d'effort de réexaminer, puisque par exemple Konstantin Rodzavsky s'est rendu aux forces soviétiques en 1945, il a été jugé, condamné à mort et exécuté en 1946, et dans son cas précis, il y a eu une réouverture du dossier judiciaire. À l'époque de Poutine. D'accord. Par des juristes ou par des universitaires ? Par un tribunal militaire. D'accord. Par un tribunal militaire qui a, dans le but de réexaminer les charges, de savoir s'il convenait de le réhabiliter ou non. Donc c'est allé assez loin. Alors en fait, il n'a pas été réhabilité. On a le tribunal a statué sur le fait qu'il était coupable de trahison à l'égard du régime soviétique et d'espionnage. Or, c'est pratiquement les deux seules charges pour lesquelles, en réalité, il était innocent, parce que il n'a jamais collaboré de manière directe avec les ennemis de l'Union soviétique. Les alliés, voilà. Oui. Donc, il a... la condamnation est maintenue, certaines des charges ont été levées par ce tribunal militaire. C'est assez étonnant. Mais prenons le cas d'un autre personnage dont je n'ai pas parlé, qui est Ivan Ilyin, qui est un intellectuel russe, qui est le fondateur du premier journal fasciste russe en exil. Kolokol. Les restes d'Ivan Ilyin, qui était mort en exil en Suisse, ont été rapatriés depuis la Suisse et ont été là aussi enterrés avec les honneurs militaires à Moscou. La Russie poutinienne, considérant que il n'y avait eu aucune participation d'Ilyin à la Seconde Guerre mondiale, d'aucune manière que ce soit, et donc aucune charge ne pesait contre lui, qu'à ce titre, il avait droit aux honneurs réservés à tout intellectuel russe d'envergure, de poids. Voilà. Les fascismes russes, 22-45, vie et mort d'une mouvance en exil que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Je rappelle, Sylvain Roussillon, que vous êtes le président de l'ICEP. Merci d'être venu une deuxième fois nous présenter un ouvrage. Eh bien, merci encore de votre accueil.